On vous croit est un film intense qui sort aujourd'hui dans les salles. C'est un film essentiel pour mesurer le calvaire juridique enduré par tant de femmes. Toutes celles qui se battent pied à pied pour conserver la garde de leur enfant que leur père, prédateur sexuel, veut leur retirer. C'est un film très juste parce que sa réalisatrice est une de ces femmes. Elle nous donne à voir en temps réel la confrontation d'un père et d'une mère prêts à tout pour obtenir la garde des enfants. Ils sont là, ces enfants, mais ils ne veulent plus voir leur père, ni qu'on leur repose les mêmes questions pour la 50e fois. Le père, lui, nie, évidemment. La mère, elle, n'a pas droit à l'erreur. Si elle perd ses moyens, dans l'heure qui suit, le violeur obtiendra la garde et sa vie sera brisée. On regarde la bande-annonce et on se retrouve ensuite avec Charlotte de Villers qui a co-réalisé On vous croit. C'est sa propre histoire et celle de toutes ces femmes. Surtout, ce qui est important, madame, c'est vraiment essayer de ne pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincue, convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire. Maman, je crois que papa il va s'asseoir ici. Non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok? C'est madame la juge qui peut prendre des mesures concernant les enfants. À quoi elle peut me les enlever? Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ont dit les enfants. Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif. Madame Piron alimente chez les enfants cette volonté de rompre complètement la relation avec leur papa. Moi, je comprends pas. Et je suis très inquiet pour les enfants. Je comprends pas ce qu'on me reproche, en fait. Ils sont où? On les a installés dans une autre salle. Vous inquiétez pas, c'est la procédure. Je veux voir mes enfants. C'est normal. Je veux voir Étienne. Je pensais que j'allais être soutenue, en déclarant les faits, j'allais être encadrée, soutenue, protégée, accompagnée par la justice, par mes proches. La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons, plutôt que de croire en ce que nous avons vécu. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors, ce huis clos, cette tension étouffante, terrible, dans un bureau, ma foi, banal d'une juge, on sent que c'est du vécu. Toi-même, tu as été confronté à cet enfer dans cette vie. Et quand je dis cet enfer, c'est d'abord au père violeur et ensuite à cette espèce de chemin de croix juridique. Alors oui, alors moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que dans ma formation, je suis d'abord éducatrice de jeunes enfants. Ensuite, infirmière dans le cadre de mon travail d'infirmière, je rencontre des victimes d'abus sexuels et de violences sexuelles et d'inceste, et donc des patients qui vont au cours de mes consultations font des révélations. Et moi-même, j'ai été confrontée il y a quelques années à cette situation en tant que mère protectrice. Oui, donc c'est des lieux, en effet, que je connais bien et des parcours que je connais. Ton film traite principalement, même uniquement, de l'inceste. Et c'est un sujet dont, on le voit bien depuis des années, la société a du mal à vouloir parler et n'aime pas voir évoquer. C'est pour ça que tu as choisi le cinéma, parce que le cinéma a une force plus grande peut-être que les autres médias. Oui, parce que déjà, moi, c'était un média qui m'intéressait, puisque je tournais un petit peu autour depuis quelques années, et notamment autour de la mise en scène et de l'écriture. Et je pense que oui, ça peut attraper plus de monde, parce que ça met un petit peu à distance aussi les choses, et elles sont peut-être plus entendable, parce que, comme vous dites très clairement, lorsqu'on parle d'inceste, malheureusement, c'est quelque chose que la société met sous le tapis, ne veut pas entendre, et tout de suite évoque le silence. Surtout, ne parlons pas de ces choses-là. Alors que c'est des choses qui existent. En tant que mère protectrice également, pour moi, c'était extrêmement important de mettre en lumière et de montrer justement ces lieux aussi, ces cabinets d'entretien où on ne va jamais, qu'on ne connaît pas, et qui sont extrêmement violents aussi pour tout le monde, et ces parcours judiciaires extrêmement longs et extrêmement violents pour les familles et les enfants.
Oui, et c'est ça qui est particulièrement réussi dans le film, c'est qu'effectivement, ces endroits-là, on n'y va pas, on les imagine pas, on ne sait pas que ça se passe comme ça, sauf si on est soi-même avocat ou très proche du milieu de la protection d'enfance, sinon on ne sait pas. Et quand les mères le racontent, on a du mal à le capter, en fait. Et là, en faisant ce film-là, tu es la porte-parole de toutes ces femmes-là. Tu endosses quelque chose de lourd, en réalité. Je sais pas si tu en es consciente, mais elles vont toutes te suivre. Elles vont toutes te suivre parce qu'elles sont représentées. Leur voix va être entendue grâce à ce film. C'est pour ça qu'il faut que beaucoup de gens aillent le voir dès le début, parce que sinon, après, il est très vite retiré des salles s'il y a un coup près terrible. Donc, il faut tout de suite y aller. Je fais un peu de pub, mais franchement, le film est bien. Alors, ce qui est très frappant dans le film, c'est avant même qu'il y ait la confrontation qui commence dans le bureau donc de cette juge, entre le père, la mère, on a mis les enfants de côté, la mère craque. Et on l'a vu tout à l'heure dans la bande-annonce, elle a une sorte de crise de panique. Elle dit « je veux voir mes enfants ». Et évidemment, du même coup, elle passe pour une dingue. Et on dirait, quand on réfléchit, que tout le système, finalement, est fait pour que la mère craque et passe pour une dingue, parce qu'on ne veut pas l'entendre. Oui, oui, et puis c'est quelque chose qui a été mis en avant depuis extrêmement longtemps, avec notamment le concept, enfin, je ne sais même pas si c'est un concept d'ailleurs, mais l'idée de l'aliénation parentale. Ah, c'était une théorie scientifique en vogue qu'on commence à abandonner, mais il y a encore des juridictions où elle passe. Après, ils l'ont remplacé par le syndrome de Munchausen. Mais enfin, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. C'est dire la mère ment. La mère déconne complètement. Et en fait, en gros, l'histoire qu'on nous raconte toujours, c'est oui, en fait, elle n'est pas contente parce que le père est parti avec une autre femme, et pour se venger, elle l'accuse d'être pédophile. C'est exactement ça. Et ça, c'est quand même un peu énorme. Et encore aujourd'hui, on va invoquer quelque chose de l'ordre du conflit familial. Or, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que ces mères, lorsqu'elles entendent ces violences pour la première fois, quand on entend les révélations de son enfant, déjà, premièrement, il y a un immeuble qui s'effondre. Et comme le dit très justement la mère, au début, j'ai pas voulu y croire. Parce qu'on ne peut pas penser cette violence-là, on ne peut pas l'imaginer. L'imaginer, c'est mettre des images, et mettre des images là-dessus, c'est terrifiant et c'est une horreur. On est bien tous d'accord avec ça. Une fois qu'elle a eu les révélations, elle va se rendre au commissariat, on va lui dire, portez plainte, ou bien encore, portez simplement une main courante. Donc, elle fait main courante. Elle pense que on va aller attraper le gars tout de suite. En fait, pas du tout. Il se passe des mois et des mois. Ensuite, elle arrive à la brigade des mineurs où l'enfant doit être réentendu une xème fois. Et il faut se mettre à hauteur d'enfant. C'est extrêmement long. Un enfant qui attend le Noël, déjà, c'est la fin du monde. Alors, d'attendre un jugement comme ça chaque année, de savoir est-ce qu'il va être protégé ou pas. Il va se mettre dans des situations en hypervigilance tout le temps. Toute cette famille est en hypervigilance. Est-ce qu'elle va croiser le père ou pas? Est-ce qu'il va être là? Comment ça va se passer? Et on va redemander encore à cette famille de témoigner, de passer notamment aux affaires familiales, aux juges pour enfants, aux affaires pénales. Et ces trois instances-là ne se parlent pas ou peu. Donc, il y a sans cesse de la répétition et de la répétition qui est extrêmement violente pour ces familles et pour ces enfants. Le fait de répéter en permanence, c'est une violence supplémentaire, c'est un double coup pour cette maman. Et cette maman, elle rentre chez elle avec son enfant qui ne va pas bien, qui a des comportements difficiles parfois, et c'est la seule qui est là et qui va avoir cette violence-là au quotidien, un enfant qui ne va pas bien, qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas aller à l'école, qui a des symptômes aussi physiques et psychologiques, il n'y a pas de soins, elle est toute seule, donc elle est épuisée. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que en amont de ce film-là, la première séquence, c'est cet enfant qui est au sol, qui ne veut pas se lever pour aller au tribunal de la jeunesse. Elle va le tirer, peut-être qu'elle a déjà mis encore 3 heures en amont pour lui mettre ses baskets, peut-être que la veille, il a dit « de toute façon, je n'irai pas ». Et elle, évidemment qu'elle pète les plombs. Et on fait tout, le système fait tout pour que ça soit la seule à endosser ça. Et en plus, sa parole, elle va être remise en question en permanence par les assistants sociaux, par les éducateurs, à qui elle doit répondre aussi. On va lui expliquer comment être une bonne mère, on va lui expliquer comment faire bien avec son enfant, alors qu'elle, elle fait comme elle peut avec cette chose-là de se dire l'homme que j'ai aimé, l'homme avec qui j'ai fait des enfants, a violé mon enfant. C'est pratiquement que des mères qui parlent d'inceste, on a tendance à ne pas les croire.
Et les enfants, et on le voit aussi dans le film, leurs paroles, on n'en tient absolument aucun compte, elles ne vaut rien. Et on voit ça au quotidien, et j'imagine tu le vois aussi dans ton métier. C'est-à-dire un enfant qui vient et qui dit j'ai été violé, qui fait des dessins, qui explique, on ne le croit pas. Alors, il y a cette injonction contradictoire qui est très importante et qu'il faut nommer, c'est-à-dire, on dit aux enfants, allez-y, aujourd'hui, parlez, il y a, on va vous entendre, il y a une place pour la parole de l'enfant. Aujourd'hui, c'est faux. Il n'y a pas de place pour la parole de l'enfant parce qu'à partir du moment où il parle, on va lui dire, mais t'es sûr? C'est vrai? Bah, t'exagères pas un petit peu? Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant parle à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes adultes censées être des adultes protecteurs avant d'avoir quelqu'un qui lui dit « je te crois ». Et une fois qu'il a dit « je te crois », la deuxième chose à dire, c'est « je vais te protéger parce que je suis un adulte protecteur comme on peut tous l'être en réalité ». Le père abuseur, dans le film, il est redoutable. L'acteur est parfait. C'est-à-dire que plus il proteste de son innocence, avec ses mots, plus sa tête, plus ses gestes disent le contraire. C'est pour ça qu'il joue très bien, et il est exactement comme sont les pères prédateurs dans la vie. On regarde un extrait. Je pense que elle supporte tout simplement pas que j'ai refait ma vie, que j'y arrive contrairement à elle. Parce que j'ai un nouveau bébé, hein, et tout se passe très bien. Non, je m'inquiète pour sa santé mentale. Comme pour celle de mes enfants. J'aime mes enfants. Je leur ai jamais fait aucun mal. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait et je veux pas payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Je veux juste récupérer mes enfants. Je veux que leur bien. S'il vous plaît, madame la juge. Est-ce que ça a été difficile pour cet acteur d'endosser le rôle du monstre qui dit qu'il n'est pas un monstre? Oui, ça a été un petit peu compliqué au départ pour Laurent Capelluto. Alors, c'est un acteur qu'on connaissait, on l'a choisi parce que, pas parce qu'il avait la tête du prédateur, parce qu'on sait bien que évidemment, c'est monsieur tout le monde. Il n'y a pas de tête du prédateur, oui. Il n'y a pas de tête de prédateur. On l'a choisi pour ses compétences et ses qualités d'acteur. On lui a montré donc le scénario et au début, il a dit ça va être trop compliqué pour moi. Il cherchait à comprendre en fait pourquoi et nous on s'est posé la même question pourquoi ces prédateurs, ces pères-là faisaient ça. Évidemment, moi je n'ai pas forcément la réponse. Mais c'était des questions qu'il avait vraiment de façon très très importante. Et quelques jours plus tard, donc on a échangé avec lui, et quelques jours plus tard, il est revenu, il a dit quand même le scénario reste en tête, et notamment cette scène où le père offre des cadeaux et où il ne peut plus, il se rend compte qu'il ne va plus pouvoir même offrir des cadeaux à ses enfants. Et ça l'a questionné énormément. Et pour travailler avec lui, on lui a dit, écoute, ne cherche pas à savoir pourquoi tu as fait ça. Tu vas simplement jouer quelqu'un qui n'a rien fait. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la négation, de l'ordre du déni de ces pères-là, qui se réinventent quelque chose afin de supporter aussi de leur côté ce qu'ils ont fait, j'imagine, possiblement. De savoir est-ce qu'ils en sont conscients, est-ce qu'ils en sont pas conscients. Moi, je pense qu'il y a des deux. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'il y a des actes d'inceste comme cela, ou de violence sexuelle sur son enfant, je pense qu'on est complètement au clair avec le fait que on est en train de commettre ces gestes-là. Et en même temps, pour le père, lui, il va être que dans le déni et il se raconte cette autre histoire pour pouvoir être en société et pour pouvoir continuer à vivre. Je pense qu'il y a en tout cas les deux et c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Je vais pas tous les... Voilà, c'est une hypothèse. Quand c'est au tour de la femme de parler, alors qu'elle vient d'entendre les inepties du père, qui a nié, et de son avocate, on va y revenir, qui est odieuse, qu'elle a pris sur elle pour ne pas hurler.
elle va s'exprimer, et ça m'a frappé de façon, pour se défendre, de façon quand même beaucoup plus sentimentale que le mari. En fait, elle va raconter sa vie et on sent que ça agace la juge. Raconter toute l'histoire de la vie de ce couple-là, c'est souvent des choses qui se font quand même au cours de ces audiences et qui nous permettent de comprendre et qui permettent à la juge pour enfants de comprendre la situation. Elle raconte toute leur relation. Je rencontre un garçon, je le trouve beau, marrant. Lui n'a pas parlé de tout ça. Lui est très froid. Lui est très froid. Il faut savoir que la demande de cette audience-là, elle a été faite par le père. Et elle cherche à expliquer. Je crois que la parole des femmes est tellement coupée en permanence que pour une fois, nous aussi, parce que c'est un film, on a voulu déployer aussi toute son histoire. Voilà, si on remet dans le contexte cinématographique, il a fallu comprendre le parcours de cette femme-là, autant dans sa vie amoureuse que dans sa vie, son parcours judiciaire, en tout cas, toutes les audiences qu'elle traverse pour en arriver à ce moment de prise de parole où enfin, on lui laisse ces 55 minutes de temps et notamment ces 20 dernières minutes où elle va pouvoir vraiment se poser et dire simplement « je n'en peux plus ». Il faut saluer la performance de ton actrice, Meriem Akedju, qui est phénoménale, de justesse, très émouvante. Et, littéralement, elle porte le film, faut le dire, puisque beaucoup de fois, c'est elle qui est filmée pendant que les autres parlent et on observe ses réactions. Ça donne toute la force du film. On regarde un extrait quand elle s'explique. Alors oui, c'est vrai, j'avoue, parfois, je pète les plombs. Quand Étienne refuse d'aller à l'école parce qu'il a peur ou parce qu'il a mal au ventre, que j'essaie tout de même de l'inciter à y aller parce que j'ai peur qu'on me considère comme une mauvaise mère, qui finit par se mettre dans une telle rage, c'est pas grave, qui finit par se mettre dans une telle rage que il me frappe dans les murs jusqu'à se faire mal. Oui, c'est vrai, parfois, j'avoue, il m'est arrivé de craquer, d'utiliser la force. Je l'ai parfois plaqué au sol, maintenu comme ça, jusqu'à ce qu'il se calme. J'ai peur qu'il se fasse du mal. J'ai peur qu'il se jette par la fenêtre, comme il m'a déjà menacé de le faire. Oui, je l'ai enfermé, je l'ai attaché, je lui ai doublé ses doses de médicaments pour dormir. Tout ça sous le regard de sa sœur, qui m'en veut, évidemment, maintenant, pour tout ça. J'en peux plus, moi, j'ai plus de vie. Mon fils est éclaté, madame. Il est éclaté. Et quand je dis éclaté, je ne le dis ni pour choquer, ni par hasard. Je le dis parce que le terme est celui-là. Mon fils a mal. Il souffre. Alors voilà, qui veut-on réellement protéger ? Quand elle dit « mon fils est éclaté », là, je me suis dit, elle va trop loin. Elle se tire une balle dans le pied. On ne peut pas dire ça, c'est trop violent. On ne peut pas dire ça devant un juge. C'est ça que tu voulais montrer ? Tout à fait, oui, parce qu'il y a vraiment ça. Parce que déjà, ce mot-là amène l'image. Elle est violente, on est bien d'accord. Surtout quand on parle de violence sexuelle et notamment de pénétration anale et de déchirure anale, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc oui, il y a cet éclatement, et il y a aussi cet éclatement psychique où l'enfant, comme le tout petit bébé qui va, vous savez, lorsqu'il n'est pas contenu, il fait des gestes comme ça, il ne sait plus où il est. Voilà. Là, cet enfant-là, à un moment donné de sa vie, il n'est plus contenu, il est plus entouré par quelque chose, il est plus en sécurité. Et je pense que ce mot-là, en tout cas pour moi, est extrêmement important pour justement amener quelque chose de très contenant. Il faut remettre ces enfants en sécurité pour apprendre, en sécurité pour grandir, et pour avoir cette sécurité-là, je pense qu'il faut que ces audiences déjà se parlent les unes les autres et qu'il y ait du soin. Sans soin, on ne va pas y arriver. Il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué, c'est le personnage de la fille qui a 17 ans, la sœur donc du petit garçon qui n'a que 10 ans et qui a été abusé. Comment vit-elle la chose ? Moi, je pense que c'est extrêmement complexe pour l'ensemble de la famille. Ça a un impact, on sait, voilà, l'inceste, ça va. Il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui ne veulent pas voir. Voilà, on sait qu'il y a vraiment dans les familles des prises, des positions différentes par rapport à ça. Pour moi, ce personnage de la sœur de Lila est extrêmement important parce que il est présent, elle doit tenir, elle protège son petit frère et on ne sait pas
ce qu'elle a vécu elle-même. On ne sait pas ce qu'elle a entendu, quel contexte incestuel dans lequel elle a pu être et qui a un impact sur sa vie, évidemment, et comment elle peut se sentir responsable d'avoir laissé ce petit frère-là tout seul et comment elle va se construire aussi en tant que grande sœur, en tant qu'adulte, parce qu'on le voit bien lorsqu'elle enregistre l'audience qu'elle a avec l'avocat des enfants. À la fois, elle permet à la maman d'avoir une trace de quelque chose qu'elle n'entend pas, et c'est surtout, je pense, qu'elle a elle-même perdu confiance dans le monde de la justice et dans le monde des adultes. Et ça, c'est extrêmement triste. Les gosses violés, ils prennent perpète. Les abuseurs, parfois que du sursis. Mais les proches, ils prennent perpète aussi, évidemment. Bien sûr. Dans ces affaires, le rôle des avocats est évidemment prépondérant, à tel point que dans ton film, ou votre film, puisque tu l'as fait avec un co-réalisateur, ce sont de vrais avocats qui jouent leur propre rôle. Pourquoi ? Déjà, d'un point de vue tout à fait financier, donc c'est un film en conditions légères. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par le Centre Wallonie-Bruxelles qui donne la possibilité à de jeunes réalisateurs d'avoir une poche d'argent suffisante et à compléter, évidemment, et du coup, pour pouvoir faire un premier film. Donc, c'est un film qui a été monté avec un tout petit budget. Donc ça, c'était quelque chose, on savait qu'on n'avait pas beaucoup de jours de tournage. Il y a eu 13 jours simplement de tournage. Et on s'est dit, comment on va préparer des acteurs à jouer de rôle d'avocat alors qu'il existe des vrais avocats ? Ça, c'était une première chose. Et après, il est venu la question, en tout cas pour moi, et Arnaud également, de se dire, nous, on voulait que le jeu soit vraiment très présent dans ce film-là, l'espace de jeu entre les acteurs, entre tous les acteurs. Et on voulait également, enfin moi je me suis dit, mais à un moment donné, si on veut questionner ces problématiques-là qui sont extrêmement importantes, extrêmement graves et qui touchent tout le monde, il va falloir faire alliance avec la justice. Il va falloir travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'était aussi leur permettre de montrer leur travail du mieux possible. Et on s'est dit, mais pourquoi pas prendre de vrais acteurs, de vrais avocats, les confronter aux acteurs. On va déjà avoir quelque chose de la véracité des situations et une confrontation qui ressemble quelque part à la dramaturgie et au scénario qu'on peut se faire d'un film, et puis de cet espace-là d'audience qu'on a tourné à 3 caméras où tout peut arriver, parce que une matinée d'audience comme celle-ci, tout peut arriver. Ça change la vie de cette femme-là. Donc, on a fait des castings, on a rencontré des avocats qui étaient engagés sur ces questions-là aussi, et on a commencé à travailler une alliance avec entre l'avocat du père et le père, entre Myriam et son avocate. Elles ont fait des impros pour justement vivre ensemble toutes les étapes de cette procédure pour en arriver à cette matinée d'audience où tout va se jouer. Et je pense que nous, on a demandé aux avocats de ne pas prendre leur texte. Tout était très écrit pour les comédiens et pour les comédiens. Les comédiens apprenaient leur texte au mot près et les avocats connaissaient le texte, restaient sur la ligne du texte, sur ce qu'on voulait transmettre, évidemment, mais préparaient leurs audiences, donc avec leur technique à eux, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans ce dispositif-là, parce que la place et encore une fois la sécurité, ils ont tous joué dans un espace sécurisant pour eux et dans un espace qu'ils connaissent. On les mettait pas en danger. Et ça donne une vérité terrible en même temps. Je pense à cette réplique ubuesque à propos de l'incontinence du petit garçon que l'avocate du père assène à la mère en lui disant Madame, j'ai l'impression que vous prenez goût à changer les couches de votre enfant de 10 ans. On regarde. Donc la question qu'on se pose et qui, me semble-t-il, devra aussi vous interpeller dans le cadre de votre réflexion, c'est qu'il y a manifestement une volonté de madame de maintenir en fait les enfants en vase clos.
c'est-à-dire de les couper de tout le reste, de les couper du monde qui les entoure. Vous avez un autre élément qui pose véritablement question, c'est l'incontinence d'Étienne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Étienne ne s'était jamais plaint de la moindre douleur physique ni du moindre problème de cet ordre-là. Et puis là, à nouveau, un peu du jour au lendemain, on le traite pour un problème d'incontinence. On en vient presque à se demander si en fait madame ne prend pas goût à changer les couches de son fils de 10 ans. Enfin voilà, c'est une question que je... Je m'excuse, mais je peux quand même demander un peu plus de respect. Maître. Il y a une limite, je trouve. Excusez-moi. Oui, si je peux continuer, merci. Pour ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement énorme que ça doit être vrai. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu as entendu dans le cadre de ton métier? Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu. L'avocat des enfants, alors là, j'ai pas compris. Je pense pas que c'est un vrai avocat, lui. Mounir, il est avocat pénaliste. Et il est très sensible aussi à ces questions-là. D'accord. Parce qu'il connaît notamment très bien Marion de Nanteuil, avec qui il a fait ses études, l'avocate du père. Et il est sensible à ces questions-là. Cet avocat-là existe. Mais cet avocat-là, il est nommé par qui, je me demandais? Alors, il est nommé, c'est un avocat commis d'office. Donc, commis d'office. Voilà. L'enfant ne peut pas avoir le même avocat que la mère ou celui du père. Du coup, la justice nous propose un avocat qui nous contacte. Il y a des premiers rendez-vous qui sont tout à fait aussi parfois très étonnants dans les échanges qu'il peut avoir avec les enfants. Et ensuite, il est là le jour de l'audience pour défendre la parole des enfants. Or, et comme on le disait très très clairement l'autre soir avec le juge Édouard Durand, qui répondait, avec lequel on est assez proche et qui a vu le film et qui soutient aussi le film, il disait, et je trouvais ça très juste, que ce personnage-là est un traître. En voyant le film, je me suis dit, on comprend toutes ces mamans qui choisissent de fuir à l'étranger avec leurs gosses. Bien sûr. Parce que c'est si lourd, au fond. C'est si lourd, c'est si injuste et c'est si grotesque. Elles ont beaucoup de courage, celles qui restent. Toi, tu es resté. Ça s'est bien terminé comme tu voulais, finalement, dans ta vraie vie. Alors, dans ma vraie vie, c'est des parcours de vie à vie. Et dans ma vraie vie, comme beaucoup de ces parcours-là, les parcours sont toujours pas finis au bout de même 10 ans. Et tu as jamais pensé, toi, à fuir à l'étranger? Alors non, je n'ai pas pensé fuir à l'étranger parce que j'ai pas été dans ce cas-là. J'ai pu garder mes enfants auprès de moi malgré des plaintes et en tout cas et j'ai pu les protéger comme je peux. Je me suis pas retrouvée en difficulté avec le risque de perdre mes enfants. Et je pense que c'est aussi ça qui me donne cette force-là de réaliser ce film, même si c'est extrêmement douloureux. Je pense qu'il a été le plus douloureux, c'est d'entendre dans le casque ces audiences, de voir comment Myriam Akédiou avait vraiment compris, en fait, tout ce qu'on peut ressentir comme maman, quand on est maman et mère protectrice, dans le sens où on est juste là pour transmettre la parole. Bien souvent, c'est pas nous qui avons entendu même ces premières paroles-là, et on va devoir juste protéger son enfant, et alors on est victime. Donc c'est ça qui est terrifiant, c'est des audiences qui sont et des jugements qui sont classés sans suite, c'est des dossiers perdus, c'est extrêmement de violence. La problématique, elle est, si en tant que maman, je parle, je dénonce, je risque de perdre mon enfant, d'être accusée et d'aller en prison. Si je ne dénonce pas, je risque de perdre mon enfant, d'être accusée et d'aller en prison. La responsabilité, quoi qu'il arrive, elle est sur les mères. Là, Romane Brizard vient d'écrire un livre qui s'appelle Inceste d'État, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. En tout cas, c'est ce qu'elle met en avant, et elle a questionné plein de femmes. Et lorsqu'on voit également le documentaire de Johanna Bedeau, produit par Mélissa Thuriot, c'est la même chose. C'est des mamans qui, pensant bien faire, vont au commissariat et sont reçues comme si c'était elles les coupables. Sans spoiler la fin du film,
ça se termine sur une note quand même d'espoir, parce que on dit la justice c'est compliqué, mais on vous croit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit moins compliqué la justice? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi? Je pense que déjà l'ensemble des personnes qui interviennent, la protection de la famille, protection des enfants et le tribunal pénal se parlent. Déjà, ça serait quand même pas mal. Qu'il y ait des vraies équipes pluridisciplinaires avec des gens formés, qu'on se re-questionne sur cette notion du lien. Est-ce que vraiment il faut maintenir le lien avec son père? Elle le dit très clairement. Elle le dit, moi, j'aimerais pas être en contact avec un violeur. Alors pourquoi mes enfants, on les oblige à le faire? Ça, c'est ma question centrale. Pourquoi on oblige les enfants à être en présence de leur père? Hier, j'ai fait une présentation encore auprès d'une association qui met en place, que je ne citerai pas, même si j'en ai très envie, qui met en place des parcours, des lieux de médiation. Pourquoi faire? Le mec a violé son enfant, point, il ne le revoit pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une violence terrible. Les enfants parlent. Les enfants disent « je ne veux plus voir mon père ». Point. De quel droit, nous, adultes, on décide et on se dit « ah, l'enfant, il est suffisamment fort. Il peut quand même aller voir son père parce qu'il faut maintenir le lien ». Quand on parle de victimes et de violence, il y a étymologiquement la question du lien. Et ben, parfois, il faut savoir se détacher et ne pas revoir le père ou l'oncle ou je ne sais qui, en tout cas là, le père agresseur. Je pense que c'est déjà, si c'est des mesures de protection qui sont mises en place, c'est extrêmement important que pendant tout le parcours judiciaire, l'enfant soit protégé. Et surtout, et je pense qu'avec Arnaud, on a souvent mis ça en avant, c'est-à-dire, si on veut protéger ses enfants, alors il faut que les mamans soient protégées. Sinon, comment on peut protéger quelqu'un si nous-mêmes, on est en difficulté? Alors, on pète les plombs. Et ce qui arrive à cette maman. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup. D'avoir répondu à ces questions. Et j'invite tout le monde à aller voir vraiment ce film qui est génial. Merci beaucoup.